Est-ce qu'il existe un modèle scolaire breton? C'est une expression qui est employée depuis déjà pas mal de temps. On parle même d'excellence scolaire bretonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors on pourrait croire en effet qu'il existe quelque chose de très particulier en Bretagne. Regardons par exemple un petit événement qui est arrivé en juillet 2011, les résultats du baccalauréat en Bretagne. Pour la première fois, les enfants qui sont nés en 92-93 ont été plus de 80% dans notre académie à arriver au niveau du bac et à présenter le baccalauréat. Et c'est le meilleur résultat en France. Deuxième succès, parmi ces élèves, c'est plus de 80%, plus de 82, qui ont présenté le baccalauréat, plus de 90% ont été reçus. Et on sait aussi que certains vont redoubler, auront le baccalauréat l'année prochaine, ce qui veut dire que donc près de peut-être 95, pas loin de 100% de ceux qui se sont présentés au baccalauréat cette année auront un baccalauréat l'année prochaine. C'est vrai que ce sont des résultats qui sont un peu surprenants, plutôt intéressants et qui posent problème. Pourquoi? Quelle explication à ce succès de la Bretagne en matière scolaire? Il y a eu beaucoup de choses décrites, plutôt à titre d'hypothèse. Et on remarque par exemple que beaucoup d'enseignants bretons qui ont dû démarrer leur carrière ailleurs en Bretagne, parce que nous sommes une région exportatrice nette d'enseignants, reviennent plus tard, lorsqu'ils ont de l'expérience, qu'ils sont plus âgés, enseigner dans notre région, et donc la proportion de professeurs, de maîtres d'école expérimentés pourrait expliquer que les résultats sont meilleurs chez nous qu'ailleurs. Mais manifestement, ça ne suffit pas à rendre compte de ce petit mystère. Je pense pour ma part que cette situation particulière de la Bretagne dans la carte des résultats scolaires tient à deux singularités. Il y a deux choses qui caractérisent la Bretagne dans son histoire, dans son rapport historique avec l'école. Alors la première chose, c'est que partons de la fin du siècle, du 19e siècle, même pas du siècle dernier, du 19e, du siècle d'avant. Et alors là, la Bretagne est lanterne rouge en matière scolaire. C'est vrai que les lois Ferry se mettent en place à partir de 1880, que des écoles sont construites dans toutes les communes, voire dans des hameaux, et que l'alphabétisation progresse. Mais la Bretagne, à la fin du XIXe siècle, est encore lanterne rouge en matière d'éducation et d'instruction. Et voilà que, un peu avant la Première Guerre mondiale, on sent une dynamique scolaire qui s'éveille chez nous. Prenons l'année 1911 comme repère de cet éveil, de cet élan vers l'école, de ces progrès qu'on commence à noter, et un siècle après, en 2011, voilà les résultats que nous avons et dont j'ai parlé. Donc en un siècle, la lanterne rouge bretonne devient au contraire pionnière en matière de baccalauréat et première de classe. En un siècle. Et là, c'est évidemment quelque chose d'un peu surprenant et même quelque chose un peu d'épique. Cette espèce d'histoire de lutte pour la Bretagne pour gagner les places de la scolarisation. Alors là, je crois qu'il y a un premier point très particulier. C'est que lorsque les Bretons se sont mis, si je peux dire, à l'école, c'est d'abord avec le sentiment qu'ils étaient en retard. Sentiment qui, en matière de scolarisation, était fondé, mais qui se mêlait à un sentiment plus global, projeté par les autres, d'une Bretagne arriérée, enfin tous les clichés qu'on connaît sur les Bretons. Et c'est vrai que les Bretons ont perçu, reçu, ressenti cette espèce de regard négatif qui se portait sur eux. Parfois négatif, un peu positif, mais romantique, un peu les sauvages celtes, enfin que sais-je, un tas d'imagerie colportée par des écrivains, etc. Mais il y a cette idée, oui, nous sommes retardataires, et en plus on dit que nous sommes vraiment des gens, je ne dirais pas des barbares, mais
Il y a là une image fortement négative qui a été intériorisée par les Bretons. Et donc, il s'est passé un phénomène tout à fait puissant qui a été vécu par la génération de la première moitié du XXe siècle, et qui est l'idée que l'école serait le salut. Des générations de parents bretonnants, en particulier, on dit à leurs enfants, on dit et on fait, travaille à l'école. Avec l'école, tu pourras aller partout. C'était l'ouverture d'un espace par rapport à cet espace confiné, étriqué, dans lequel les pauvres petits Bretons vivaient, enfermés dans une langue aussi. Alors là, il y a un phénomène compliqué dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est que ces parents-là, qui ont cru à l'école et qui y ont placé leurs enfants, en même temps, ont eu par rapport à la langue bretonne un rapport qui était un rapport, au fond, négatif. Il ne faut plus parler breton parce que c'est le français qui va aider nos enfants à sortir de la pauvreté et à gagner une nouvelle dignité. Bien sûr, c'est complexe, mais je crois qu'il est très important de comprendre qu'au niveau des affects collectifs, les Bretons ont choisi l'école comme voie de salut, et une voie de salut qui n'est pas seulement une voie de salut intellectuelle, vous serez instruit, mais une voie de salut qui est « nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des attardés ». Et le sentiment de fierté, de montrer de quoi on est capable, est intimement lié à cette espèce de passion scolaire qui a vraiment travaillé la Bretagne à partir, je dirais peut-être autour de la Première Guerre mondiale et indéfiniment jusque-là. L'école, donc, en Bretagne, est une passion. Alors, elle l'est en France aussi pour d'autres raisons, et ce n'est pas la même, forcément. Mais l'école est une passion. C'est à la fois le moyen de se sauver, mais c'est aussi le miroir capable de nous renvoyer une image positive de Bretons travailleurs, intelligents, et qui n'ont rien à remontrer aux autres, aucun problème. Nous pouvons, lorsque nous nous y mettons et que nous sommes à l'école, nous pouvons marquer des points, nous pouvons réussir. Ça, c'est un affect très puissant. Jacques Esselias l'a très bien dépeint dans Le Cheval d'Orgueil. On voit cette fierté à travers le parcours scolaire, à travers le petit gars qui, sorti de sa campagne, fait l'école normale, puis passe des examens, enfin bref, la conquête de l'école. Il est vrai aussi que cette passion a été largement portée par les femmes, plus sensibles probablement au changement et à la nécessité du changement. Je me souviens d'un petit documentaire des années 50 où on voit l'instituteur qui vient trouver les parents paysans, ils sont au champ, il leur dit « Votre garçon marche bien, il faudrait qu'il aille en sixième. En sixième, ou à la ville, oh c'est compliqué, le père est réticent. Et on voit la mère qui calcule et qui dit « Oh oui, il marche bien à l'école, vous dites qu'il est bon, il ira. » Donc ça, c'est un contexte déjà très marquant et très singulier. Les familles bretonnes, aujourd'hui encore, restent extrêmement investies, probablement plus qu'ailleurs, dans la chose scolaire. Mais il y a une deuxième singularité, qui elle est bien connue, et qui est tout à fait liée à l'histoire même de l'école publique en France. On le sait, toute notre histoire récente est traversée, notamment au XIXe siècle, par un conflit violent entre la République et l'Église catholique. Ce conflit trouve son issue dans des grandes lois et des compromis, notamment celle de 1901 et de 1905, mais déjà avec la création de l'école laïque, gratuite et obligatoire de Jules Ferry, les lois Ferry, on a déjà une première stabilisation de la situation. Mais c'est toujours la guerre. Donc ce conflit violent a marqué les esprits, il s'est résolu, il a continué à se résoudre, y compris à la moitié du XXe siècle avec les lois Debré, mais il s'est résolu de manière différente d'une région à l'autre, et en particulier chez nous en Bretagne,
il s'est résolu par l'existence d'un double réseau scolaire, le réseau public, bien entendu, mais aussi le réseau privé. Pratiquement, le réseau privé, c'est le réseau catholique, à peu de choses près, le réseau des écoles catholiques, qui, aujourd'hui, scolarise 42% des élèves de l'académie. C'est une situation assez unique en France. C'est vrai qu'en Loire-Atlantique, on trouve aussi des chiffres élevés, c'est un peu la même chose, un peu moins, mais c'est tout à fait singulier. Nous avons vraiment deux réseaux de scolarisation. C'est le résultat de l'histoire. Alors, c'est vrai que longtemps, ces deux réseaux ont fonctionné dans une concurrence farouche, une concurrence qui était de l'hostilité. Chaque camp essayant de recruter, les instituteurs faisant le tour des maisons, les curés aussi, pour essayer d'avoir les élèves. Et j'ai connu cette situation dans les années 50-60, quand j'ai fait mes études. Il y avait encore une forte opposition entre l'école du diable, l'école publique, désignée ainsi par les curés, et du côté laïque, une forte hostilité à l'école catholique. Cette hostilité n'est plus de mise aujourd'hui. Les deux réseaux fonctionnent. Il y a une émulation. On observe l'autre, qu'est-ce qu'il fait, quelle filière, enfin, etc. Mais cette émulation, elle est également interne à chaque réseau. Le réseau catholique aussi est en émulation avec ses différents établissements et le réseau public également. Mais c'est une situation plutôt d'émulation plutôt que de sentiments hostiles. Les choses se sont apaisées. Ça ne veut pas dire que le modèle qui inspire l'éducation publique et l'éducation catholique soit exactement le même. Je pense qu'il existe des modèles, un modèle socio-culturel, un modèle d'éducation sous-jacent qui n'est pas exactement le même dans les deux réseaux. Mais nous sommes dans une situation où les choses fonctionnent de façon pacifique, rassérénée. Cette particularité a, à mon avis, des conséquences importantes au niveau de la scolarisation des enfants. Pourquoi ? Parce que l'existence des deux réseaux produit en Bretagne une densité d'établissements scolaires, publics ou privés, une densité, mais aussi une diversité des filières, des établissements, lycées professionnels ou pas. Est-ce que telle filière de BTS va exister à tel endroit, dans le public ou dans le privé? On a donc là une carte de l'offre scolaire qui est assez unique et qui a, je pense, des effets tangibles sur les résultats scolaires des élèves. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'une part, pour les familles, cela signifie qu'il y a une offre scolaire proche ou relativement proche de chez eux, lorsqu'on n'est pas obligé de partir à 200 km et qu'on a dans le canton ou une ville pas trop loin, ou un pensionnat qui n'est pas non plus trop éloigné. Et je note en passant que les internats en Bretagne sont plus nombreux, internats privés ou publics, sont aujourd'hui plus nombreux que dans les autres régions françaises. Donc on a une densité et une diversité de l'offre. La diversité, ça veut dire aussi que lorsqu'un élève est en difficulté dans une filière ou dans son établissement d'une manière générale, il est facile pour les parents de trouver un autre établissement ou de trouver une autre filière qui permette au fond à l'élève de repartir sur d'autres bases. Bref, quelles que soient les situations, cette diversité de l'offre et cette densité des établissements offrent toute une série de rattrapage possible, de filets de sécurité. Et ça, évidemment, je crois que ça a un impact sur les résultats. Et d'ailleurs, une enquête faite ces dernières années montre que le phénomène de zapping, c'est-à-dire de passage de l'école publique à l'école privée, ou l'inverse, est un phénomène important, puisque sur une cohorte
d'élèves de 6e qui a été suivi, on s'aperçoit que ça touche 20% des élèves et que manifestement, cette tendance au zapping va plutôt croissante. Mais c'est un phénomène plutôt général en France, mais dans notre région, il est, si on peut dire, facilité par la proximité et la richesse de l'offre. Conjuguons les deux singularités. Cette particularité d'avoir deux réseaux, cet investissement affectif des familles dans l'école, cette vigilance des parents, cette attention qu'ils portent à la scolarité de leurs enfants, jointe donc à cette structure un peu particulière, je crois, donne... je pense qu'on peut dire maintenant que ce n'est plus seulement une hypothèse, c'est un schéma explicatif qui est assez valide. Et je pense surtout depuis l'apparition assez récente en 2010 d'un livre qui s'appelle « Construire l'excellence scolaire, l'exemple de la Bretagne ». C'est un livre écrit par Bernard Pouliquen, qui a été secrétaire général du rectorat et qui est actuellement vice-président à la région chargé de l'enseignement. Et il a réuni là et recoupé et analysé un très grand nombre de données comme on ne l'avait jamais fait, qui permet de dire maintenant qu'en effet, l'impact du double réseau est réel. Autrement dit, les deux réseaux ensemble arrivent à produire des résultats que chacun seul ne parviendrait pas à produire. On a donc là, je crois, une explication qu'on peut présenter comme étant raisonnablement validée. Alors, est-ce qu'il y a un modèle scolaire breton? On peut parler de modèle scolaire breton? Non, parce qu'il n'est pas transposable. Un modèle est transposable. Or, on voit qu'il tient de près à des conditions socio-historiques particulières. On pourrait plutôt parler de sociotope scolaire breton, comme on parle d'un biotope particulier, d'un sociotope scolaire particulier. Mais est-ce à dire pour autant que cette école bretonne est exemplaire? Alors là, je crois qu'il faudrait parler d'une autre question, à la suite de celle-ci, on le fera peut-être une autre fois, qui est que, pour autant, cette école bretonne, elle est insérée dans une école qui est celle de la France, et elle souffre des mêmes difficultés et des mêmes faiblesses. Autrement dit, les inégalités en Bretagne existent aussi, malgré les bons résultats scolaires, et notamment au niveau du baccalauréat. Mais peut-être que ça, il faudra en parler une autre fois.